Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire du mercredi 28 avril intitulé Être étudiante, étudiant pendant une pandémie, effets sur la santé mentale et les comportements à risque. Mon nom est Nathalie Boivin. Je suis agente des communications et de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français et j'agirai comme animatrice aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, j'aimerais reconnaître que je me situe sur le territoire traditionnel non cédé des Malécites et des Micmacs. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié que les Malécites et les Micmacs ont d'abord conclus avec la couronne britannique en 1725. Les traités ne comportaient pas de clauses relatives à la cession des terres, mais reconnaissaient le titre de Micmac et Malécite et définissaient les règles quant à ce qui devait être des relations durables entre les nations. Maintenant, quelques mots sur la Société Santé en français. Donc, la Société Santé en français, c'est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français des communautés francophones et acadiennes vivant en situation de minorité linguistique au Canada. 2 séries de webinaires sont offertes, découverte et développement professionnel. Les objectifs des webinaires sont d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et favoriser les interactions entre utilisateurs et producteurs de connaissances. Tout ça est effectué avec le financement de Santé Canada. Le webinaire d'aujourd'hui se situe dans la série Découverte. Il rejoint la pastille violette que vous voyez à l'écran, celle des communautés engagées et outillées, qui est l'une des 5 destinations de la programmation du parcours santé de la Société Santé en français 18-23. La conférencière que nous accueillons aujourd'hui est Danielle Demoissac. Danielle est originaire de Saint-Claude au Manitoba. C'est une infirmière de formation qui a été associée de recherche en sciences fondamentales avant de devenir professeure de physiologie au département des sciences expérimentales à l'Université Saint-Boniface du Manitoba en 2002. Elle mène des recherches portant sur la santé des francophones et des communautés de langue officielle en situation minoritaire, les comportements à risque des jeunes, l'accès aux soins de santé et l'offre active des services en français. Aujourd'hui, Danielle travaille au sein de plusieurs équipes pan-canadiennes, interuniversitaires et interdisciplinaires, avec un souci particulier pour les besoins de la population francophone minoritaire, le développement des ressources qui favoriseront l'accès à des services de santé en français et l'épanouissement de cette population. Avant de céder la parole à Danielle, j'aimerais rappeler à tous que vous êtes en mode sourdine, mais que tout au long de la rencontre, vous pouvez participer en nous faisant part de vos questions en utilisant la boîte de conversation, communément appelée Chatbox, au bas de votre écran. Il y aura quelques sondages interactifs en cours de webinaire. Nous vous invitons à y participer. Sachez que toutes vos réponses sont anonymes. De même, sachez que le partage des ressources, la présentation de notre conférencière d'aujourd'hui ainsi que l'enregistrement du webinaire seront disponibles dès la semaine prochaine sur le site de la Société Santé en français. Donc, une première question de sondage interactif, si vous voulez la lancer, s'il vous plaît. Alors, vous voyez apparaître à l'écran une question de sondage interactif. Cette question est la suivante. Mes activités, qu'elles soient professionnelles ou de bénévolat, se situent auprès des 16 à 25 ans. Donc, vous cochez la case qui correspond à votre situation, soit oui, presque toutes, oui, en partie, oui, un peu ou non, pas du tout. Une fois que vous avez répondu, cochez la case en bas, soumettre, s'il vous plaît. Alors, ceci va nous permettre un peu de savoir qui se situe derrière les écrans et qui nous écoute en direct aujourd'hui. En attendant les réponses,
Sachez que vous êtes très nombreuses et nombreux d'un bout à l'autre du Canada à nous écouter aujourd'hui et on en est très, très heureux. Heureux aussi de constater qu'il y a définitivement un intérêt pour la clientèle des 16 à 25 ans et pour leur santé mentale. Alors, les réponses obtenues au sondage, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, c'est très intéressant de constater que presque 30% d'entre vous menez presque toutes vos activités auprès des 16-25, 43% en partie, 23% un peu et 3% pas du tout. Donc, ça nous donne une bonne idée de qui est derrière l'écran. Alors maintenant, je cesse le partage de mon écran et je vais inviter notre conférencière du jour, Danielle Demoissac, à prendre le contrôle de l'écran et effectuer sa présentation. Danielle? Merci, Nathalie. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour partager certaines de mes données de recherche. Ma présentation s'intitule « Être étudiant, étudiante pendant une pandémie, les effets sur la santé mentale et les comportements à risque ». Alors, je tiens à souligner que je viens de l'Université de Saint-Boniface et que ce projet a été subventionné par le Consortium national de formation en santé. Alors, un plan de la présentation, je vais faire une brève mise en contexte. Je ne m'attarderai pas là-dessus parce que la pandémie, on la connaît, on la vit tous depuis plus d'1 an. Je passerai ensuite aux objectifs de l'étude, la méthodologie que nous avons utilisée pour recueillir les données. Et ensuite, on passera un peu plus de temps sur les résultats comme tels, donc portant sur le bien-être, mais également sur les comportements à risque des jeunes. Pour finir, faire avec les stratégies de soutien que nous avons déjà en place dans notre établissement postsecondaire, mais des choses qui s'en viennent également, des nouvelles interventions qui sont planifiées pour les prochains mois. Alors, en guise de mise en contexte, comme je l'ai dit, nous vivons tous la pandémie depuis plus d'1 an maintenant et évidemment, ça a un impact sur la santé mentale de tous. On en est tous conscients, mais on se rend compte que il y a des populations qui sont davantage vulnérables et parmi ceux-là, il y a les jeunes. Alors, il y a plusieurs sondages, dont le dernier que j'ai quelques images à l'écran, des sondages légers faits par l'Union étudiante du Québec qui tentent à mieux comprendre l'effet de la pandémie sur les jeunes et sur leur état de santé mentale. Et ce qu'on constate, c'est que ça a un effet troublant par rapport à la détresse psychologique. Au Québec, on dit que 81% des étudiants sont en détresse psychologique assez élevée. 3% ont tenté le suicide. C'est inquiétant parce que ça fait quand même depuis au mois de mai l'année passée, on a commencé à faire ces sondages-là et même dès le mois d'avril-mai, on voyait des effets néfastes et ces effets-là perdurent parce que la pandémie nous est toujours d'une actualité. Pourquoi est-ce que c'est plus inquiétant pour les étudiants? Puis là, je parle ici des étudiants du postsecondaire, donc 18 à 24 ans en particulier. C'est que là, tout d'un coup, on est pris à faire de l'apprentissage en ligne quand on n'est pas habitué à ce modèle-là d'enseignement. La charge de travail est élevée. C'est ce que les étudiants nous disent. En plus de ça, évidemment, il y a l'isolement social. On est obligé de rester chez soi. Ici au Manitoba, on rentre aujourd'hui dans un autre lockdown. C'est très difficile parce qu'on ne peut pas se rencontrer, on ne peut pas, même pas dehors. On est rendu qu'on ne peut pas avoir de la visite même dans la cour derrière chez nous. Alors, c'est vraiment difficile, particulièrement pour les jeunes parce que le social, ça fait tellement une grosse partie de leur vécu. Il y a de l'incertitude à plusieurs niveaux, que ce soit en lien avec leurs études ou avec un emploi d'été, avec les finances, avec l'avenir en général, avec la possibilité d'avoir la COVID. Quand est-ce qu'on va avoir notre vaccin? Il y a plein de questions qu'on se pose et qu'on n'a pas de réponse. Et donc, tout ça mis ensemble vient mettre davantage les jeunes à risque d'une pauvre santé mentale.
Donc, mon objectif, c'était de prendre connaissance de l'état de santé mentale et des comportements à risque des étudiants, particulièrement en milieu postsecondaire en contexte linguistique minoritaire canadien, donc dans une communauté francophone minoritaire ici au Manitoba. Je dois dire que ce n'est pas la première fois que je fais ce genre de sondage. J'en suis à ma 4e fois maintenant auprès de la population étudiante, plus souvent qu'autrement ici à l'Université de Saint-Boniface. Mais en 2018, on l'avait également fait dans 4 autres universités de petite taille, dont une au Québec, non, 2 au Québec, une en Ontario et 2 au Manitoba. Et donc, c'est intéressant pour nous maintenant de comparer les données avec ce qu'on avait pré-pandémie. Alors, avant de me lancer dans les résultats, moi, j'aime beaucoup voyager et puis ça fait 1 an qu'on n'a pas le choix de ne pas voyager. Donc, je vous invite à faire un petit tour au Manitoba, un petit tour virtuel. Alors, pour ceux qui ne sont pas de la province, bien, le Manitoba, c'est la province centrale du Canada qui est en rouge dans la carte. On pourrait croire, bien, la notion du Manitoba, c'est qu'on pense que c'est le début de la prairie. Et effectivement, c'est le début de la prairie, mais la province n'est pas une grande plaine. Il y a quand même de la variété chez nous. Alors, dans quelques mois, le champ que vous voyez là, c'est un champ de canola. Les fleurs jaunes, c'est très, très joli. Et parfois, on peut voir des champs jaunes, des champs bleus et des champs verts, les uns à côté des autres. C'est de toute beauté. Le ciel chez nous, c'est une ressource précieuse. Le soleil brille souvent. Ça a tellement un impact sur notre bien-être que je tenais à le souligner. Alors, le sud de la province, c'est les prairies, c'est très plat. Mais en autant qu'on sort un petit peu de la ville, et on monte un petit peu, même à 1 ou 2 heures de Winnipeg, on se retrouve dans le bouclier canadien. Donc, de la roche, du bois, des lacs, des rivières, le canotage, le camping, c'est des choses qui sont très populaires par chez nous. Le cœur de la francophonie au Manitoba, c'est vraiment à Saint-Boniface. C'est le quartier francophone de Winnipeg, la capitale de la province. C'est un quartier quand même, on retrouve beaucoup de services en français à Saint-Boniface. Ce que vous voyez là, il y a la façade de la cathédrale de Saint-Boniface qui a brûlé en 1968. Mais dans les ruines, on a reconstruit la cathédrale actuelle. Donc, ça donne une idée de l'ampleur de la structure initiale. Je dirais que la cathédrale, c'est vraiment le centre de Saint-Boniface, mais derrière la cathédrale, il y a l'Université de Saint-Boniface, il y a un foyer de soins de longue durée, il y a plusieurs logements pour les aînés. Il y a un hôpital à 2 rues, un centre de santé à 3 rues. Si on s'en va vers la gauche, c'est le boulevard Provencher avec plein de boutiques à caractère francophone, il y a la bibliothèque. Donc, vraiment, une personne qui le souhaite pourrait vivre en français s'il vit à Saint-Boniface. Notre grande fête chez nous, c'est le Festival du Voyageur qui est au mois de février. Donc, comme vous pouvez voir, on a des belles sculptures de neige un petit peu partout dans la ville, mais en particulier dans le parc Whittier qui est à Saint-Boniface également. On célèbre les voyageurs, on boit du caribou dans des verres de glace. C'est vraiment très agréable. Donc, ceux qui pensent à l'avenir de pouvoir voyager, si vous pouvez venir au mois de février, la 3e semaine de février, c'est le festival, c'est vraiment le fun. Alors, je parle maintenant un petit peu plus de l'Université de Saint-Boniface où a eu lieu cette étude-là que je viens de faire. C'est vraiment le plus ancien établissement d'enseignement postsecondaire et l'unique université de langue française de l'Ouest canadien. On a un volet universitaire, donc plusieurs programmes de premier cycle, quelques programmes de 2e cycle. Et on a aussi le volet collégial, donc on a une école des sciences infirmières, on a une école technique et professionnelle. Et en tout, on a à peu près 1400 étudiants annuellement, dont à peu près un tiers viennent des écoles francophones. Presque 40% viennent des écoles d'immersion française, donc c'est des personnes qui ont l'anglais comme langue maternelle, mais qui ont été à l'école primaire et secondaire en français et donc qui sont très à l'aise dans les 2 langues officielles. Et ensuite de ça, on a à peu près un quart des étudiants qui viennent de pays francophones, particulièrement de l'Afrique. Alors, on a une belle diversité culturelle, ethnique, même linguistique au sein de notre établissement. Mais pour certains, selon certaines de mes études, ça peut causer des défis par rapport à l'ambiance. Mais je ne rentrerai pas là-dedans, ça c'est un sujet pour une autre présentation. Donc, ça c'est notre université.
La méthodologie que nous avons choisie pour faire cette étude, c'était un sondage en ligne qui a été effectué au mois de novembre, tant en 2018 qu'en 2020. Novembre, pourquoi novembre? Parce qu'en 2018, si vous vous souvenez, la légalisation du cannabis a eu lieu à la mi-octobre. Et donc, on s'est dit, attendons de voir, de donner la chance aux jeunes de réagir à ça pour pouvoir mesurer l'effet de la légalisation du cannabis sur la consommation par les jeunes. Donc, on a fait ça en novembre et donc pour être le plus semblable possible en 2020, on s'est dit on le fait pendant le même mois. Donc, l'outil que nous avons utilisé, c'est un outil qui a été développé par l'équipe de recherche en 2012, même, je dirais. Ce sont des questions qui sont également utilisées dans le sondage du American College Health Association, qui, eux, ont fait un sondage pan-canadien dans les universités canadiennes, 41 universités canadiennes, je crois, en 2016. Donc, nous avons utilisé beaucoup de leurs questions, quoique nous avons adapté, évidemment, en 2020 pour la pandémie. Donc, les données qu'on a recueillies sont des données sociodémographiques. Nous avons utilisé le Mental Health Continuum. C'est un questionnaire de 14 questions qui permettent de catégoriser l'état de santé mentale. On a également d'autres questions portant sur des indicateurs de santé, la dépression, l'anxiété, etc. Les pratiques sexuelles, la consommation d'alcool, de drogue et de tabac, et aussi des questions qui portent sur la sécurité routière. Donc, c'est vraiment un sondage, oui, santé mentale, mais aussi beaucoup les comportements à risque qui sont plus prédominants chez les jeunes. Alors, sautons déjà dans les résultats. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec des données quantitatives, je vais juste expliquer un petit peu la façon que je procède pour présenter mes données. Alors, on a dans la colonne de gauche les variables, donc essentiellement les questions que nous avons posées aux jeunes avec les choix de réponse. Et ensuite, la colonne de 2018, ce sont les données que nous avons recueillies en 2018. Il y avait 550 participants. La colonne d'ensuite, c'est les données pour 2020. Il y avait 401 participants. Et la dernière colonne, c'est la valeur P. La valeur P, c'est une valeur statistique qui nous permet de savoir si la différence entre 2020 et 2018 est considérée assez grande pour qu'on dise qu'il y a une différence. Alors, ce qu'on vise, c'est le 5 d'habitude. Donc, en autant que la valeur P est de moins de 0,05, on peut considérer que c'est une différence significative entre les deux années. Alors, juste pour faciliter la lecture des données, quand je l'ai mis en gras, c'est que c'est significatif. Alors voilà, si on commence avec l'âge, la moyenne en années, on voit qu'il n'y a pas une grosse différence d'âge entre les deux groupes. C'est à peu près 22 ans. Il y a plus souvent des femmes qui ont participé au sondage. C'est normal, à peu près 70 de la population étudiante est féminine. Donc, on s'attendait à ça, quoique en 2020, la différence est un petit peu... Il y a encore plus de femmes que la proportion habituelle à l'université. En fait d'orientation sexuelle, la majorité des étudiants se disent hétérosexuels, mais on voit quand même une augmentation assez importante dans le nombre de jeunes qui s'identifient comme LGBTQ2S. C'était 9 en 2018, c'est maintenant rendu à 19 . En fait de profil plutôt du côté éducation, je dirais, alors la proportion des étudiants qui sont en première année, c'est à peu près un tiers en 2018. C'est maintenant plus près d'un quart en 2020. La majorité des étudiants sont aux études à temps plein. La majorité réussissent, donc ils ont 60 ou plus, donc ils sont en mesure de compléter leurs années universitaires. 3/4 à peu près sont du milieu urbain, donc ils ont grandi dans un milieu urbain. Quant au nombre d'étudiants qui sont des étudiants internationaux, en 2018, c'était 24 et en 2020, c'est maintenant 18 . Donc, on a vu une réduction dans le nombre d'étudiants internationaux chez nous en raison de la pandémie, particulièrement ceux qui sont en première année. Ceux qui étaient déjà inscrits dans nos programmes avant la pandémie sont restés, mais on n'a pas beaucoup de nouvelles inscriptions.
Avec qui tu habites, bien, on voit que la majorité des participants habitent avec un membre de la famille, soit des parents, soit des frères et des sœurs, soit un conjoint et leurs enfants. Donc, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de participants qui vivent seuls et c'est quelque chose on garde l'œil dessus parce que d'être seul, on devient encore plus vulnérable à cause de l'isolement. En fait d'emploi, on constate qu'à peu près la moitié des participants ont un emploi, bien plus que la moitié, mais ont un emploi ils travaillent moins de 20 heures par semaine, mais au moins ils travaillent. La proportion de ceux qui ne travaillent pas a augmenté un petit peu, mais comme on peut voir, ce n'est pas statistiquement significatif. En fait de revenu annuel, il y a plus de participants qui ont un revenu de 15 000 ou moins, et il y en a moins qui ont un revenu de 15 000 à 50 000. En fait de dépendance financière aux parents, il y a à peu près presque 55% des participants qui dépendent sur leurs parents. Ça n'a pas beaucoup changé depuis 2018, donc la pandémie n'a pas semblé avoir un effet là-dessus. Et la dernière variable se rapporte à la fréquence du bénévolat et on la mesure, cette activité-là, parce que c'est effectivement un facteur de protection. De faire du bénévolat, ça nous fait sortir de chez nous, ça nous fait rencontrer du monde et on se sent bien quand on aide les autres. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a moins de participants qui ont été en mesure de faire du bénévolat, principalement parce que les occasions n'étaient juste pas là en raison de la pandémie. Pour le profil ethno-linguistique, alors là, il y a beaucoup de numéros. On ne va pas passer à travers de tout ça, mais je vais juste souligner ceux qui m'apparaissent plus importants. Alors, ceux qui ont le français comme langue première sont le plus nombreux parmi les participants. À peu près 43% des participants ont le français comme langue première. Mais la langue la plus souvent parlée à la maison ou utilisée à la maison, c'est plus souvent l'anglais. Donc, presque la moitié des participants parlent plutôt l'anglais à la maison, probablement en raison des familles exogames, donc un parent qui est anglophone et un parent qui est francophone. Souvent, on va parler la langue de la majorité à la maison. Comment les participants s'identifient? On voit qu'un peu plus que la moitié s'identifient comme étant blancs. Il y en a une plus forte proportion en 2020 qui s'identifie comme autochtones ou métis. Et il y a une plus faible proportion qui s'identifie comme noire. Ça reflète évidemment le fait qu'on a moins d'étudiants internationaux dans nos murs cette année. La dernière variable, ça se rapporte à la religion, la croyance en Dieu. Et ce n'est pas généralement une donnée que je rapporte, mais effectivement, dans l'interprétation de nos données, dans nos analyses sur le bien-être en particulier, on voit que ça a un effet important. Et donc, je tenais à vous le partager. Donc, on voit que même si ce n'est pas statistiquement significatif, ça l'est presque. On est juste sur le bord, là, mais c'est pour démontrer qu'il y a de plus en plus d'étudiants, de participants, peut-être que je devrais dire, là, qui n'ont pas de croyance en Dieu et qui n'appartiennent pas à une religion. Donc, on va voir, ça va revenir tout à l'heure dans l'interprétation des données. Sautons maintenant dans le bien-être. Alors, on va commencer avec la santé générale, juste pour rentrer un petit peu dans le sujet. C'est comme ça qu'on l'a présenté dans le sondage. Généralement, les étudiants, quand on parle de santé générale, on pense plutôt à la santé physique. Ce qu'on constate, c'est que ceux qui disent avoir une excellente ou très bonne santé générale sont moins nombreux en 2020 qu'en 2018. Donc, c'était 59 %, c'est rendu à 47 %. Ce qui sont partis des autres, c'est parce que ceux qui disent qu'ils sont en un état de santé général passable ou mauvais sont allés de 11 % à 17 %. Même tendance pour la santé mentale, même que je dirais un peu plus accentuée pour la santé mentale. Déjà, ceux qui avaient une excellente ou très bonne santé mentale en 2018, c'était à peu près un tiers de la population ou des participants. Maintenant, c'est presque 1 sur 5. Alors, 21 % qui disent avoir une excellente ou très bonne santé mentale. J'attire votre attention au fait qu'il y a plus de la moitié des participants qui disent que leur santé mentale est passable ou mauvaise. Très haut pourcentage. C'est la même tendance pour la satisfaction de vie. Il y a moins de participants qui disent être satisfaits de leur vie. L'estime de soi, quoique ce n'est pas significatif, on voit la même tendance. C'est plutôt vers la baisse. Même chose pour l'image corporelle positive. On voit que les proportions diminuent
considérablement en 2020. Les indicateurs de santé mentale maintenant, alors le manque de sommeil, en quelque sorte plus que d'habitude, c'est allé de 32% à 40%. Une hausse légère pour ceux qui c'est bien plus que d'habitude. En fait, de dépression, déjà, c'était élevé. Presque 46% des participants en 2018 disaient vivre des moments de tristesse prolongée où on n'a juste plus le goût de faire nos activités quotidiennes habituelles. C'est augmenté à 52%. Les pensées suicidaires, elles, ont diminué légèrement, mais ce n'est pas statistiquement significatif, quoique les nombres sont assez faibles. Alors, il faut prendre ça avec un grain de sel. Mais quand même, la tendance est un petit peu vers la baisse. Qu'est-ce qui est plus inquiétant, par contre, c'est les jeunes qui ont fait des tentatives de suicide. Les pourcentages sont à la hausse. C'était 5,6% en 2018. C'est rendu 7,6% en 2020. Et encore plus inquiétant, c'est que ce n'est pas des tentatives qui sont faites juste une fois, mais encore plus des tentatives multiples, ce qui nous indique que les jeunes qui sont en détresse crient pour de l'aide, mais évidemment ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin. Donc, c'est une donnée plutôt inquiétante. On s'est amusé, bien pas amusé, je ne devrais pas dire ça comme ça, là, mais on s'est intéressé à savoir quel était le profil des jeunes, justement, qui ont des pensées suicidaires. Et effectivement, il y a 4 caractéristiques qui sont ressorties comme étant significatives. La première, c'est que ce sont généralement des plus jeunes et ceux qui sont en première année universitaire. Alors, on sait que la transition, déjà, c'est stressant, mais encore cette année, avec la pandémie, c'était encore pire pour ces jeunes-là. Donc, les plus jeunes, ceux qui sont en première année universitaire, ceux qui s'identifient comme étant LGBTQ2S sont davantage vulnérables et sont plus nombreux à être représentés dans ce groupe-là qui ont eu des pensées suicidaires. Et également les jeunes qui n'ont pas de croyances religieuses, d'appartenance à une religion, de croyance en Dieu. Donc, évidemment, ça nous donne un petit peu des idées de où est-ce qu'on devrait peut-être mettre un petit peu plus d'énergie en fait d'intervention. Passons maintenant au score de santé mentale. Alors, comme j'ai mentionné, c'est le Mental Health Continuum que nous avons utilisé. Donc, c'est une série de 14 questions dans le genre, êtes-vous satisfait de la vie? Êtes-vous heureux dans vos relations? Avez-vous des relations chaleureuses? Est-ce que vous sentez que la société est une bonne place pour vous? Ce genre de questions-là. Ce qui nous permet de catégoriser selon si c'est une santé mentale languissante, donc ça ne va pas tellement bien. Si c'est une santé mentale florissante, donc ça va bien. Et modéré, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. Mais souvent, dans le modéré, si on peut avoir un peu plus de soutien, généralement, ça va vers le florissant. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'entre 2018 et 2020, on a des différences considérables, statistiquement significatives. 15% des jeunes disent avoir une santé mentale languissante, plus de la moitié a une santé mentale modérée, donc ça ne va ni bien ni mal. Puis il y en a moins, 29% qui disent avoir une santé mentale florissante. Ce qu'on constate aussi, c'est que les participants disent qu'il y en a beaucoup qui ont des fluctuations dans leur état de santé mentale. On a des hauts, on a des bas, puis on ne peut pas se l'expliquer. On a également été voir, alors ceux qui ont une santé mentale florissante, quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qu'ils ont de différent, ces jeunes-là? Et il y a quand même certaines choses qui ressortent, assez intéressantes. Alors, les hommes sont plus portés à avoir une santé mentale florissante. Les internationaux sont plus portés à avoir une santé mentale florissante également. Je pense que c'est leur perspective. En ayant fait des entrevues avec ces jeunes-là, on voit que leur perspective est un petit peu différente. Beaucoup de résilience. Il y en a beaucoup qui se fient à la prière, beaucoup qui se disent on est capable de s'en sortir, ils s'automotivent. On voit que la pensée est différente auprès de ces jeunes-là. Les étudiants qui sont mariés et qui ont des enfants, généralement, sont en meilleure santé mentale. Ceux qui ont le français comme langue maternelle, ou le français et l'anglais comme langue maternelle, dans notre établissement, généralement, ont une meilleure santé mentale. Mais la chose qui était commune à tous les participants avec une santé mentale florissante, c'était le fait d'avoir quelqu'un à qui se confier, que ce soit un ami, un membre de la famille, ça peut même être un étranger.
juste le fait de pouvoir parler à quelqu'un de ses problèmes, c'était ce qui était commun à tous les étudiants avec une santé mentale florissante. Donc, ça démontre vraiment l'importance de créer ces connexions-là avec les jeunes dans nos établissements, surtout avec les cours en ligne, parce que c'est vraiment difficile de le faire autrement. Il y a pas, on ne peut pas se rencontrer dans le corridor. Donc, ça souligne le besoin de faire ces connexions-là et d'essayer de les maintenir malgré les conditions dans lesquelles on se retrouve. Les facteurs liés à la pandémie qui ont une plus grande influence sur la santé des jeunes, bien, la première chose, c'était la réduction dans des activités sociales. 82% des participants nous l'ont dit. Mais ensuite, c'est beaucoup des choses qui sont associées à l'apprentissage en ligne. Alors, d'être en salle de classe, de ne pas être en salle de classe ou d'être en salle de classe par Zoom, de ne pas pouvoir se rassembler en groupe pour faire des projets, toujours être à l'ordinateur. C'est toutes des choses qui viennent un peu miner sur notre bien-être. L'anxiété maintenant, alors de faire de l'anxiété, ce n'est pas nécessairement un problème parce que des fois, on a besoin un petit peu d'anxiété pour nous faire bouger dans la bonne direction, mais c'est quand on en fait tout le temps, c'est là que ça devient problématique. Et on constate ici qu'il y a presque un quart des participants qui font de l'anxiété tout le temps et un pourcentage presque équivalent qui en font la plupart du temps. Donc ça, c'est un état d'être qu'on ne peut pas soutenir à long terme. Et donc, il faut s'en préoccuper. Comment est-ce que les jeunes gèrent leur anxiété? Bien, la majorité vont aller vers des bonnes habitudes de vie, de la méditation, de la pleine conscience. Il y en a certains qui vont aller vers les divertissements, mais il y en a d'autres qui ne vont pas gérer du tout non plus. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais peut-être une petite tendance vers la baisse. Les étudiants étaient plus portés d'avoir des bonnes habitudes de vie en 2018 qu'en 2020. Donc, probablement du fait qu'on est isolé chacun chez soi, c'est plus difficile, on n'est pas motivé. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. L'autre chose qu'on s'est intéressé à savoir, c'est à qui tu parles quand tu as besoin de parler. Et principalement, les jeunes vont parler à leurs parents, un frère ou un frère ou une sœur, ou bien à un ami. Et ça a été les mêmes tendances en 2018 qu'en 2020. Ce qu'on remarque pourtant, c'est que ça se fait moins en 2020. Alors, on avait tendance à parler à ces personnes-là, surtout les amis, 72% en 2018, maintenant c'est 59% en 2020, en raison sûrement de la pandémie. Ce qui est un peu rassurant, toutefois, c'est que les personnes qui ne ressentaient pas le besoin sont moins nombreux. Les personnes à qui il n'y avait personne à qui confier sont également moins nombreux. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est la chose qui nous aide à mieux gérer notre anxiété. Donc, c'est important qu'on puisse au moins aller vers quelqu'un dans notre entourage pour partager nos joies et nos peines. Je tiendrais à souligner aussi que les jeunes qui ont consulté un conseiller à l'université sont peu nombreux. Et même quand il y a une réduction dans le nombre de personnes qui sont allées vers des conseillers à l'université, ceux qui sont allés vers des professionnels de la santé, ça s'est maintenu. Donc, à peu près 10% des jeunes ont des conseils de professionnels. Passons maintenant à la consommation. Le comportement à risque, je ne vais pas toutes les aborder, je vais aller juste faire les plus importants, si je peux dire ça comme ça, où est-ce qu'on a vu des différences. Alors, effectivement, dans la consommation, au cours du dernier mois précédent le sondage, on a vu la hausse en 2020 de juste les amphétamines. C'était la seule drogue où il y a eu une hausse. Autrement que ça, les tendances n'ont pas changé ou bien sont à la baisse à comparer en 2018. Alors, il y a moins d'étudiants qui vont consommer de l'alcool ou ce qu'on appelle le binge drinking, c'est de boire beaucoup d'alcool dans peu de temps. La majorité des drogues, il n'y a pas eu de changement ou il y a même eu des baisses. Les mélanges de boissons énergisantes et d'alcool ou d'alcool et de drogue, n'importe quel mélange, c'est à la baisse. Consommation de cannabis à la baisse et de tabac également. Toutefois, ceux qui en consomment de ces produits, de ces substances-là, vont le faire plus souvent. Alors, en présentant mes données à des étudiants, justement, il y en a une qui m'a fait le commentaire, c'est que souvent, la consommation, ça se fait dans les parties, dans les fêtes. Et
évidemment, avec la pandémie, il n'y en a plus de fêtes. Du moins, ils ne sont pas supposés d'avoir des fêtes. Alors, ça pourrait expliquer pourquoi on voit une réduction dans ce comportement-là. Il y a aussi d'autres bonnes nouvelles par rapport au comportement à risque. Alors, on voit une réduction dans l'intimidation, même sur Internet et dans les médias sociaux. On voit une réduction dans la violence physique parmi les étudiants. On voit une réduction dans le harcèlement à caractère sexuel aussi. Et on voit également moins de comportements insécuritaires sur la route, donc de boire ou de prendre des drogues et ensuite de conduire, ou bien de faire de l'excès de vitesse. Alors, je vais juste rappeler que ça a été fait au mois de novembre l'année dernière. On venait tout juste au Manitoba de rentrer dans un lockdown, donc on n'avait pas nécessairement, il n'y avait pas grand place où se retrouver. On reste chez nous, puis on était presque obligé de rester chez nous ou d'aller prendre des marches. Donc, ça ne surprend pas trop de voir ces données-là, mais au moins c'est des bonnes nouvelles. On voit toutefois des légères augmentations ailleurs. Donc, on voit une hausse dans la participation à une activité sexuelle, peu importe laquelle, en échange d'argent, de nourriture, d'un endroit où dormir, d'alcool ou de drogue. Donc, ce n'est pas un comportement c'est pas tellement élevé, là, je pense que c'est dans le 5 mais quand même, ça devient plus important. Et je dois souligner aussi que depuis quelques années à l'université, nous avons maintenant une banque alimentaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait avant, mais c'est quelque chose qui est très utilisé, tant pour la nourriture que pour les vêtements, les manteaux, les couches pour les enfants. C'est devenu un besoin quand même assez important pour certains étudiants. Donc, c'est quelque chose à garder l'œil dessus, c'est certain. On voit aussi une augmentation dans la proportion d'étudiants qui sont actifs sexuellement, mais qui sont moins portés à utiliser le condom. Ce qu'on a constaté toutefois, c'est que plusieurs d'entre eux n'utilisent pas le condom parce qu'ils ont une relation de confiance avec leur partenaire, sont dans des relations plus stables. Donc, d'une façon, ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est moins de partenaires multiples. Donc, c'est une bonne chose. Où est-ce qu'il y a des données un petit peu plus inquiétantes, c'est par rapport aux troubles alimentaires. Et ce n'est pas seulement dans notre étude, mais j'ai vu des rapports de ça également, par exemple au Québec, où est-ce qu'on voit de plus en plus de jeunes qui ont des troubles alimentaires. Donc, on est rendu pour l'hyperphagie à presque un quart des étudiants, des participants. Même chose pour faire de l'exercice excessivement, au moins une fois par mois et même plus souvent que ça. Et aussi de façon inquiétante, les jeunes qui mangent moins que l'apport calorique recommandé, c'est rendu presque à un tiers des étudiants. Et là, on ne sait pas vraiment le pourquoi de ça. Est-ce parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, ils n'ont pas la nourriture, ils n'ont pas assez d'argent ou ils ne se sentent pas bien, ils sont déprimés. On ne sait pas vraiment le pourquoi de ça. Donc, évidemment, quelque chose à creuser un petit peu plus loin la prochaine fois. Alors, si on met tout ça ensemble, si on compare avec les participants de 2018, ceux en 2020 sont plus souvent des femmes, sont plus souvent LGBTQ2S+, plus souvent agnostiques ou athées en première année, sont moins souvent en première année ou de l'international. Mais en fait d'emploi, ça semble qu'ils ont, du moins au mois de novembre passé, avaient quand même un emploi pas mal au même niveau qu'en 2018. Toutefois, c'est vraiment le bien-être qui est en déclin, une moins bonne santé générale, moins bonne santé mentale, insatisfaction de vie, image corporelle plus négative, il y a des comportements associés à ça. La moitié des étudiants sont dépressifs, le corps font toujours de l'anxiété. Et leur mécanisme de gestion d'anxiété avec des bonnes habitudes de vie et de parler, de se confier à quelqu'un, c'est moins commun qu'en 2018. Mais pourtant, on voit qu'il y a moins de consommation de substances, donc au moins ils ne gèrent pas avec la consommation. Ça, c'est une bonne chose. Il y a moins de prise de risque sur la route. Ils sont plus souvent actifs sexuellement, mais plutôt dans des relations stables. Ils subissent moins d'intimidation et d'harcèlement sexuel. Donc, ça, c'est des bonnes choses. Ce qu'il faut garder un œil dessus, c'est les troubles alimentaires et évidemment ceux qui sont en situation financière précaire ou est-ce qu'ils se voient dans l'obligation de faire des choses pour avoir de quoi manger ou une place à vivre. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données-là? C'est inquiétant, c'est certain. Et puis, il y a encore des défis à surmonter parce que la pandémie est toujours avec nous.
La vaccination des jeunes, ce n'est pas une priorité. On commence avec les plus vieux. Quand est-ce qu'on va arriver aux jeunes? Ce n'est pas certain. Pour chez nous, en tout cas, les cours à distance vont être maintenus à l'automne, donc ça va être encore du pareil au même cet automne, à part de peut-être quelques groupes priorisés. Là. Ce qui inquiète pour moi, ce qui est probablement la chose la plus inquiétante, c'est l'absence de financement pour le bien-être en milieu postsecondaire. Des gouvernements, du moins le gouvernement provincial ici au Manitoba, ne semble pas se soucier du bien-être des jeunes. Même l'administration, j'entends des commentaires comme on n'est pas un hôpital, on n'est pas un centre de santé. C'est vrai, une université, ce n'est pas ça, mais on a quand même des obligations envers notre clientèle et je pense qu'on a vraiment intérêt à se pencher davantage sur leur bien-être pour qu'ils puissent réussir académiquement. C'est ça notre mission comme établissement postsecondaire. Il faut mettre les choses en place pour que ça puisse arriver. Donc, il y a quand même des bonnes choses qui se font chez nous, comme partout ailleurs dans les autres établissements. On a des stratégies de soutien, on a de la psychothérapie individuelle qui est disponible gratuitement pour les étudiants. On a un service d'accessibilité aux études, donc ceux qui ont besoin des accommodements, c'est là. Le service de perfectionnement linguistique est très achalandé. Le bureau international aide les étudiants qui viennent d'ailleurs à s'installer, à s'intégrer. On a beaucoup de choses qui se font par rapport à l'animation culturelle, sportive et spirituelle. On a également une alliance allosexuelle. Donc, on a des choses qui sont en place chez nous. Ce qui nous manque, je pense, c'est un petit peu comment je pourrais dire, une concertation de ces choses-là pour que l'étudiant, quand il arrive, puisse un peu savoir dans quelle direction aller. Et donc, les choses qui s'en viennent chez nous, on a été très choyés. Belle Cause pour la cause a fait des dons à plusieurs universités à travers le Canada, dont l'Université de Saint-Boniface, pour qu'on puisse vraiment approfondir nos connaissances par rapport à la norme. Je ne sais pas si vous connaissez la norme nationale du Canada sur la santé mentale et le bien-être, particulièrement pour les étudiants en milieu postsecondaire. Donc, c'est une norme qui établit un petit peu les standards. Qu'est-ce qu'on devrait viser pour nos étudiants, mais aussi qui fournit une trousse de démarrage. Ils ont tellement d'outils. Vraiment, je vous encourage d'aller voir la norme parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de ressources disponibles pour tout le monde. Et donc, nous, on va se pencher là-dessus. On va développer un plan d'action pour les prochaines 5 années sur comment est-ce qu'on peut améliorer le soutien à nos étudiants à l'Université de Saint-Boniface. Et également, on a reçu une subvention pour développer un programme, pour faire une étude sur un programme de dépistage et d'aiguillage. Et donc, l'idée derrière ça, c'est qu'on voit avec nos données que c'est souvent les jeunes en première année universitaire qui sont plus à risque de détresse psychologique et de pensées suicidaires, etc. Et donc, l'idée, c'est si on peut d'abord les identifier, les repérer en arrivant, plutôt que d'attendre qu'ils soient en crise plus tard. En arrivant, on les accueille, on s'informe sur quels sont leurs besoins et on les aiguille vers les services qui sont pertinents à eux. Et puis là, vraiment, c'est de façon très large. On ne regarde pas juste, on regarde à l'apprentissage, évidemment, mais on regarde aussi à la santé physique, la santé mentale, la santé psychosociale. S'ils ont des facteurs de protection, sont bons sportifs, on les dirige vers le Sportex, qui est notre club de sport. On s'arrange pour que l'étudiant soit accueilli chez nous et qu'il soit aiguillé vers les services dont ils ont besoin. Donc, c'est un projet qui s'en vient, on l'espère, pour l'automne. Justement, on a fait une demande pour des fonds pour un navigateur qui puisse gérer ce programme-là. On est en attente d'une réponse. Donc, on a vraiment hâte d'essayer ça parce que, selon moi, ça va être... c'est la prévention qu'on vise. Il faut d'abord savoir qui est-ce qui a besoin d'aide et quelle sorte d'aide il a besoin pour ensuite l'aiguiller vers les services qu'on peut lui offrir. Alors, évidemment, moi, je suis toujours à la recherche de d'autres idées. Étant dans un établissement postsecondaire relativement petit, on est parfois limité dans ce qu'on peut faire parce qu'il n'y a personne pour s'en occuper. Essentiellement, les profs sont surchargés. Les intervenants qui sont déjà là ont déjà leurs mains pleines. Donc, on cherche toujours à faire des choses qui ne coûtent rien et qui ne prennent pas trop d'énergie, mais on veut bien les faire quand même. Donc, des idées qui circulent par chez nous, c'est le soutien entre pairs. Comment est-ce qu'on peut faire ça à distance pour les étudiants?
des approches pédagogiques pour les profs, étant donné qu'on est en contact avec les étudiants. Peut-être qu'il y a des choses qu'on pourrait faire dans nos salles de classe par Zoom qui pourraient aider les étudiants. Et j'ai mis aussi le logo d'un groupe de recherche qu'on vient de créer ici à l'université. C'est le groupe de recherche et d'intervention en bien-être dans les milieux éducatifs. Alors, ce n'est pas seulement au postsecondaire, mais aussi dans les milieux scolaires. Donc, et préscolaires. On cherche vraiment à favoriser le bien-être dans ces milieux-là. Donc, c'est un groupe de chercheurs et de professionnels qui on commence à travailler ensemble et justement, on organise un petit colloque pour le mois de juin. Donc, c'est une nouveauté pour nous. On espère qu'en jasant ensemble, on pourra trouver des solutions intéressantes. Donc, je vous remercie pour votre attention et je mets juste les références ici pour les images. Mais je serais vraiment intéressée d'avoir des rétroactions, des idées, des choses que vous faites chez vous qui marchent bien, qui sont simples. Vous pourrez répondre à n'importe quelle question, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup, Danielle. Puis, oui, avant même peut-être d'élargir à des pistes de solutions, on avait eu dans la boîte de discussion des questions de la part d'une personne de la Belgique qui s'appelle Christelle. Donc, Christelle, est-ce que vous aimeriez formuler vos questions vous-même directement à Danielle? Vous pouvez y aller, Christelle, si ça fonctionne. On ne vous entend pas présentement. Ah, est-ce que vous m'entendez? Allez-y, on vous entend. OK, merci. Donc, tout d'abord, merci pour la présentation. Et ça m'a encore beaucoup plus donné envie de revenir au Canada, que j'ai eu l'occasion déjà de visiter plusieurs fois. Donc, il me tarde de pouvoir revenir. Une de mes premières questions était en lien avec ce qui est observé par rapport au continuum suicidaire. Il a été montré que finalement les tentatives de suicide avaient augmenté, mais par contre, les pensées suicidaires et les plans de suicide ne variaient pas. Or, dans un continuum suicidaire classique, on passe d'abord par les pensées et puis le plan avant de passer à l'acte. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'on est beaucoup plus dans l'impulsivité et donc qu'on n'a pas le temps de passer par l'étape de pensée et de plan et que les actes sont posés beaucoup plus vite? C'est une bonne question, une bonne réflexion. Moi, la façon que je l'ai interprétée, c'est que majoritairement, parmi nos participants, ce sont des femmes. Et les femmes, généralement, quand ça vient au suicide, sont plus hésitantes, si je peux dire. Et donc, ils vont faire des tentatives sans réussir, tandis que les hommes vont généralement du premier coup y passer. Et donc, je pense que ça reflète un petit peu le profil sociodémographique de nos participants. Mais effectivement, la question du temps est importante. En parlant avec les jeunes, je constate qu'ils se sentent débordés, ils se sentent, tout leur arrive d'un coup et ils n'ont juste pas les mécanismes de gestion qu'ils auraient besoin pour prendre un pas de recul puis d'analyser la situation. Donc, il est possible, effectivement, que justement, ça nous tombe dessus et on agit sur le coup. Est-ce que vous avez été jusqu'à demander quels étaient les moyens qui étaient utilisés pour attenter à sa vie ou pas du tout? Non, le sondage était déjà très long, alors on ne s'est pas attardé là-dessus. Oui. OK, merci. Est-ce que je peux poser ma deuxième question? Tout à fait. Merci beaucoup. Ma deuxième question, en fait, était plus une interrogation. Dans vos résultats, vous avez montré que le harcèlement, mais à la fois aussi celui qui est objectivable sur Internet et les réseaux sociaux, avait tendance à diminuer. Et je suis fort étonnée parce que par contre, chez nous,
on observe malheureusement une hausse du cyberharcèlement. C'est vraiment une grosse préoccupation en ce moment. Alors peut-être qu'une explication, c'est liée à la tranche d'âge sur laquelle vous avez travaillé et à laquelle moi je me réfère, parce que finalement, nous, on a beaucoup plus d'informations sur les jeunes du secondaire, donc dans la tranche d'âge de 15-18 ans et pas spécialement à l'entrée post-secondaire et universitaire. Mais je suis quand même fort étonnée parce qu'on arrive quand même à montrer que, et d'ailleurs vous l'avez dit pour les comportements sur la route, on a été moins exposé à la circulation routière, donc on a vu une diminution des comportements insécures sur la route. Eh bien, nous, de notre côté, une des pistes d'explication, c'est de se dire, ben oui, en fait, du fait de l'enseignement à distance et de la surexposition aux écrans, ben finalement, le contexte est plus favorable pour une hausse du cyberharcèlement et de l'intimidation sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement. Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des groupes focus suite à ce sondage ici. Et donc, on a pu parler aux étudiants un petit peu à certains sujets. Et puis, ce qu'ils nous ont dit essentiellement, c'est qu'ils passent tellement de temps, mais en Zoom, sur des cours et que les cours, la charge d'apprentissage plus autonome, donc de lecture et de travaux à faire, est plus lourd que d'habitude. Et donc, ils sont plus intéressés d'aller sur les médias sociaux et effectivement, passent beaucoup moins de temps sur les médias sociaux parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Ils ont beaucoup de travail à faire puis ils sont déjà constamment à l'ordinateur pour leurs cours. Je pourrais comprendre qu'il y a une différence aussi avec les plus jeunes parce que je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais chez nous, ben, en tout cas dans ma maison, j'ai des jeunes au secondaire qui sont à l'école à chaque 2 jours. Donc, la moitié du temps, ils ont des devoirs à faire, mais c'est beaucoup moins occupé, plus de temps à passer sur les médias sociaux. Donc, ça ne me surprend pas qu'il y ait une différence en fonction de l'âge. Mm-hmm. Oui, c'est l'explication que je voyais aussi finalement, c'est la charge de travail et probablement l'investissement dans le temps scolaire. Oui. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir donné l'opportunité de poser mes questions. Ça fait plaisir. C'est un plaisir. On souhaite l'échange. Puis en fait, Christelle, merci parce que vous avez permis de montrer des similitudes, mais aussi des différences dans la population des 16-25 ans dans votre coin et comparativement à ce que Daniel nous a présenté. Puis moi, j'ai le goût d'étendre un peu cette discussion-là avec l'ensemble des gens qui sont présents, les informations qui ont été présentées chez vous. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça ressemble à vos jeunes, à votre population des 16-25 ans chez vous? Isabelle Landry a une question. Je ne sais pas, Isabelle, si tu souhaitais poser la question. Sinon, je peux la lire. La question était la suivante. Je me questionne sur la banque de nourriture, de vêtements et de couches. Est-ce que vous savez d'où vient le manque d'argent? Est-ce que les forfaits cellulaires peuvent être une partie de la raison du manque d'argent? C'est une bonne question. On n'a pas vraiment fouillé à savoir qui avait accès, qui utilisait la banque. La banque, c'est vraiment, c'est sous la responsabilité, je crois, de l'association étudiante et ils veulent vraiment que les gens se sentent à l'aise d'aller chercher des choses. Et donc, on ne tient pas compte de qui est venu et pourquoi il est venu. On s'assure juste qu'il est étudiant de l'université et on lui donne ce dont il a besoin ou un panier préparé à l'avance. Mais certainement, c'est une bonne idée à savoir. Puis ça va aussi un petit peu en lien avec ceux qui mangent moins que l'apport calorique. Le pourquoi de ça, c'est ça qui devient particulièrement inquiétant. Mais c'est une bonne piste pour une prochaine étude, certainement. Merci, Isabelle. Isabelle vous remercie, Daniel, de la réponse. Alors, je crois qu'Isabelle était au Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas s'il y a des gens d'ailleurs, un peu partout. Qu'est-ce que ça vous dit, les informations qui étaient présentées aujourd'hui en comparaison avec ce qui se passe dans votre coin? Donc, c'était une première question. Puis, Daniel, j'ai trouvé très intéressant les informations, bien entendu.
Aussi les pistes que vous avez déjà envisagées pour prévenir justement les effets de la pandémie en raison de l'automne. C'est très intéressant. Donc, je lancerai la balle aussi aux gens qui sont en place présentement, de dire, ben, chez vous, dans votre coin, qu'est-ce que vous avez mis peut-être en œuvre comme piste de solution pour aider à votre clientèle de jeunes à avoir une santé mentale optimale, puis éviter peut-être des comportements à risque. J'ai Anne qui dit « Les revenus des étudiants diminuent aussi parce que les emplois sont moins nombreux en temps de pandémie. » Oui, c'est vrai. Malheureusement, c'est le cas. Et puis, beaucoup d'étudiants vivent à la maison. Puis ça, du côté financier, c'est peut-être mieux, mais ce n'est pas toujours facile non plus de vivre à la maison. Comme je disais, certains participants au groupe Focus nous ont dit je vis des relations difficiles avec mes parents. C'est pas évident qu'on soit toujours dans la même maison, tout le monde en même temps. Ça peut occasionner des difficultés à un autre niveau et puis avoir un effet sur leur capacité d'étudier et de réussir leurs études, c'est certain. Absolument. Vous allez voir apparaître à l'écran, pour les personnes qui sont en ligne présentement, un sondage qui va nous permettre d'évaluer le webinaire d'aujourd'hui. Donc, on vous invite à y répondre. Daniel, vous avez déjà parlé des pistes, des prochaines recherches et tout ça. Vers quoi vous dirigez-vous en tant que recherche future ou aimeriez-vous peut-être pouvoir étendre le terrain de vos recherches à d'autres régions francophones en situation minoritaire? Puis là, je lance la balle peut-être aux gens en ligne. Si vous êtes intéressé à devenir peut-être un terrain de recherche pour le groupe de Daniel, est-ce que ça vous intéresse? Effectivement, Nathalie, notre prochain projet, évidemment, c'est le programme de dépistage et d'aiguillage en milieu postsecondaire. Donc, c'est un projet qui va se faire à l'Université de Saint-Boniface, mais aussi à l'Université de Hearst et à la Cité francophone universitaire de l'Université de Regina. Donc, on est déjà dans 3 provinces, mais je trouverais ce serait fort intéressant de pouvoir le faire au Nouveau-Brunswick, de le faire à travers le pays dans la mesure du possible, au collégial, à l'universitaire, peu importe. Et puis, je pense un petit peu plus loin, dans quelques années, si on pourrait le faire au secondaire, ce serait encore mieux parce que là, on pourrait identifier les jeunes qui sont déjà dans leur parcours secondaire, qui pensent peut-être aller à l'université. Comment est-ce qu'on peut mieux les préparer pour justement cette transition-là qui est vraiment c'est une période de vie difficile. On a juste à y repenser à comment nous, on l'a vécu. C'était difficile à notre temps. Aujourd'hui, je pense que ça l'est encore plus parce que les attentes sont encore plus élevées et puis les soutiens sont peut-être moins nombreux. Alors, c'est vers ça qu'on s'en va. Évidemment, c'est des personnes qui seraient intéressées de jeter un coup d'œil sur l'outil, de voir comment est-ce que ça pourrait marcher chez vous. Je trouve que les échanges sont intéressants parce que ça nous permet de penser des fois, comme on dit, outside the box. Étant dans un petit établissement postsecondaire, on n'a pas le choix que de faire des choses outside the box parce qu'on n'a pas les fonds, on n'a pas... Innover. Il faut innover, voilà, merci, c'est le mot. Oui. Et puis, peut-être, Daniel, à l'écran, présentement, les participants sont invités à répondre à la question. J'aimerais faire partie des lieux potentiels de recherche en collaboration avec Daniel. Donc, vous pouvez sélectionner l'option de votre choix et puis par la suite soumettre la réponse. Et puis, bien entendu, si vous avez le goût de vous identifier comme milieu potentiel, bien, on vous invite vraiment à utiliser la boîte de clavardage et à indiquer d'où vous venez, et puis on pourra à ce moment-là rediriger votre intérêt vers Daniel de Moissac. Donc, tout de suite, on a les gens qui ont répondu, Daniel, disant que oui, leur milieu, il serait réceptif à 22 %. Oui, possiblement, mais à vérifier pour 56 % des gens et non pour l'instant. Donc, on vous invite encore une fois à utiliser la boîte de clavardage si vous avez le goût d'aller plus loin.
Christelle nous revient, elle dit oui, très en amont, il faut penser au développement des compétences psychosociales. Elle indique les amis de Zippy, etc., sont de très bons programmes pour apprendre à faire face ou faire du coping. Et on a aussi d'autres interactions de la part de Moali Murray qui dit, qui indique l'intérêt pour collaborer. Donc, c'est vraiment génial. L'évaluation du webinaire, vous le voyez apparaître à l'écran. Il est très court, mais encore une fois, on vous invite à y répondre. Et puis, une fois que vous aurez répondu à toutes les questions, vous pouvez défiler tout au bas en utilisant la barre de défilement grise qui est à droite de la fenêtre et qui vous permettra par la suite, une fois les questions répondues, de soumettre vos réponses. Isabelle Godin dit « Suite à une présentation dans une classe d'une école secondaire de ma région, les étudiants ont tous exprimé que tous les changements qu'ils ont dû vivre et s'adapter causés par la pandémie leur ont causé beaucoup de stress et d'anxiété. La grande demande d'adaptation a été très difficile pour les jeunes et jeunes adultes étudiants. » Donc, définitivement, ça résonne dans son coin de pays à Mme Godin. Merci beaucoup pour cette réponse. Et nous voilà maintenant à la toute fin du webinaire. Notre temps est écoulé. Je tiens à remercier très chaudement Daniel de Moissac. Vos résultats, le partage de vos résultats de recherche a été très intéressant et nous amène à réfléchir à comment on peut peut-être passer à l'action dans notre coin de pays et possiblement devenir un terrain de recherche, on ne sait jamais, pour vos recherches futures. Merci également à toutes les participantes et aux participants d'aujourd'hui par vos questions, vos commentaires, vos pistes. Ça a été très intéressant. Donc, on se dit à la prochaine. Et puis, n'oubliez pas de visiter le site de la Société Santé en français la semaine prochaine afin d'avoir accès à l'enregistrement et à la présentation de notre conférencière d'aujourd'hui, Madame Danielle de Moissac. Et je vous souhaite longue vie dans tous vos projets de recherche. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne journée à tout le monde.